Bonjour tout le monde, mon nom est Marc Dumas. My name is Marc Dumas. I am a co-editor of the Matière à penser collection. I am here with Diana Dimitrova, who is the other co-director of the collection. And, Hello. and I am happy to thank you and to be happy to welcome you to this webinar. Aujourd'hui, nous allons avoir un échange avec Madame Mireille Estivales. Mireille a publié ce très beau volume qui s'appelle La laïcité et la question de la place des religions, donc, ou la fin de la culture religieuse. Mireille est professeure au département de didactique de la faculté d'éducation de l'Université de Montréal et elle est vraiment une experte de l'enseignement scolaire sur les religions dans différentes sociétés. Elle est vraiment une de nos grandes spécialistes sur la question de l'enseignement de la religion à l'école. Donc, c'est elle qui a rédigé cet imposant volume qui fera sûrement histoire et nous lui souhaitons la bienvenue. Maybe a few words about the collection. La collection Matière à penser est publiée au PUM, et cette collection est une collection qui est subventionnée, si vous voulez, en partie par la Corporation canadienne des sciences religieuses. Et voilà, si vous avez des questions, on pourra échanger tout à l'heure avec, évidemment, avec la personne qui présente, avec Mireille. Et si vous avez des questions aussi sur la collection, on pourra à la fin y répondre. Donc, Mireille will speak in French, but she has a PowerPoint totally in English, and it's supposed to be the same. You will catch everything through the PowerPoint. Donc, Mireille, nous te remercions infiniment d'être là et on te donne la parole. Ok. Merci, Marc. Here it is. So I guess you can see the PowerPoint. Yes, Yes. 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 Yes, good. Ok. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier la professeure Diana Dimitrova de l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal, qui est la présidente de la Canadian Society for the Study of Religion et co-directrice avec le professeur Marc Dumas, que je remercie également, de la collection Matière à penser, donc dans laquelle mon dernier livre, La fin de la culture religieuse, chronique d'une disparition annoncée, a été publié récemment. Alors, sans plus tarder, donc, je présente donc quelques éléments. Je vais donc revenir sur le contexte, les objectifs de mon livre, sur ces grandes lignes. Également sur les nombreuses critiques dont le programme québécois d'éthique et culture religieuse a fait l'objet, en particulier son volet culture religieuse. Je vais également revenir, parce que j'ai pensé que c'est une question qui pouvait vraiment vous intéresser, sur les spécificités et les défis de l'approche culturelle des religions telle qu'elle était mise en œuvre dans le programme d'éthique et culture religieuse. Et j'évoquerai également rapidement le nouveau programme qui va le remplacer, donc programme de culture et citoyenneté québécoise à partir de la prochaine rentrée. Et je terminerai en évoquant en partageant avec vous quelques réflexions sur la question des finalités de l'école. Alors, quelques mots de rappel du contexte. En fait, le projet de ce livre est né il y a maintenant déjà 4 ans, au moment où le ministre de l'Éducation québécois de l'époque, donc Jean-François Roberge, a annoncé dans les médias un processus de révision profonde du programme d'éthique et culture religieuse pour y introduire tout un ensemble de nouvelles thématiques, dont l'éducation à la sexualité, l'éducation juridique, la citoyenneté numérique, etc. Alors,
un petit rappel sur ce qu'était et ce qu'est encore ce programme. C'est un programme original au Canada qui n'existe pas dans d'autres provinces, qui est vraiment une spécificité du Québec, qui a été implanté dans les écoles primaires et secondaires en 2008, qui a pour finalité la reconnaissance des autres et la poursuite, la recherche du bien commun, et qui est organisé autour de deux grandes parties. Une partie appelée culture religieuse, donc une approche culturelle des phénomènes religieux sur laquelle je vais revenir un peu plus tard, et également un développement d'une réflexion éthique sur des questions de société comme la liberté, l'autonomie, la tolérance, la justice, le futur de l'humanité, etc. Alors, une première remarque s'impose à mon sens, c'est celle de la question de la place de l'expertise scientifique. Parce que il m'a paru nécessaire d'élucider les raisons de cette réforme. Pourquoi le ministre a fait le choix d'annoncer une réforme aussi importante dans ce programme? Dans quel contexte culturel, politique cette décision a été prise? D'autant plus que cela a très peu été explicité sur la place publique. Alors, Excuse-moi, Mireille. oui, Excuse-moi, Mireille. Est-ce que tes diapos avancent ou non, là c'est la bonne diapo. Euh, D'accord, c'est la première. On est à la oui, première toujours. D'accord, non, excuse-moi. non, non. La première, vous devriez voir The Place of Scientific Expertise. Est-ce que c'est ça? Non, non, on ne le voit pas. On est simplement à Oh, la première, là. Il faudrait. ok. Alors, ça va pas. Alors, et I'm sorry. est-ce que vous la voyez là? Oui, là, on la voit. Oui, Ok, la numéro 5. Oui. ok. Parce que j'étais en mode full screen et c'est peut-être pour ça que ça marchait pas. Donc, on va rester avec ça. Euh, Désolé. merci, mais non, mais merci Marc parce que je le savais pas. Alors, j'aurais continué sans le savoir, ce qui est un peu embêtant. Alors, donc, pour moi, il y a déjà un paradoxe, c'est que le ministre de l'Éducation dit il y a eu beaucoup de critiques d'experts et d'intervenants, mais il ne dit pas qui sont ces experts, quelle est leur expertise et quelles sont leurs analyses. Et je dirais du même souffle, les experts reconnus sur la place publique, c'est-à-dire les universitaires, mes collègues de différentes universités, spécialistes de la formation à ce programme, les enseignants du secondaire, qui sont aussi les experts du terrain, ne sont pas consultés avant même l'annonce de la réforme. Ce qui fait qu'on l'a tous appris en même temps, en janvier 2020, hein, qu'il allait y avoir ce projet de réforme. Et enfin, enfin, pour le résumer, à mon sens, la décision du ministre n'a pas été prise sur la base d'analyses émanant d'experts du monde éducatif, des analyses rigoureuses, des analyses bien informées, sur, par exemple, les différentes formes que peut prendre l'enseignement d'éthique et culture religieuse dans les classes, et ni non plus sur la base du principe de transparence. C'est-à-dire qu'il aurait fallu savoir qui sont ces experts, quelles sont leurs analyses. Et il me semble que là est posée, on pourra peut-être en discuter dans la conversation, la question de la délégitimation de l'expertise scientifique, dans la mesure où donc les experts ne sont pas consultés. Alors, quelles, quelles sont les critiques? Le ministre de l'Éducation dit la culture religieuse prend trop de place et il faut la réduire, voire même la supprimer. Bon. Et puis également, en octobre 2021, lorsqu'il annonce les orientations du programme qui va remplacer le programme d'éthique et culture religieuse, il dit ce programme fait la promotion des dogmes. Et puis, il définit l'appartenance des individus par leur identité religieuse. Pourtant, et pour bien connaître le programme, ce n'est pas du tout ce que fait le programme. Et enfin, un autre discours critique repose sur une analyse des manuels scolaires
qui dénonce un certain nombre de stéréotypes vis-à-vis de différents courants religieux. Là aussi, à mon sens, c'est développé dans le livre, je ne peux pas le faire ici. Je montre dans le livre que ces analyses ne sont pas faites de façon justement très scientifique, à mon sens. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que les éléments de langage du ministre de l'Éducation empruntent directement à deux mouvements sur lesquels je vais revenir un petit peu plus loin. Le mouvement laïque québécois, qui est un mouvement qui défend la laïcité, et le mouvement féministe pour les droits des femmes du Québec. Alors, on va revenir sur ces mouvements. Donc, l'un des buts principaux de mon livre, eh bien, c'est d'analyser, de comprendre, de contextualiser ces critiques, leur stratégie discursive, les mobilisations juridiques et médiatiques auxquelles elles ont donné lieu, mais c'est également de soumettre ces critiques-là à une analyse critique à leur tour. Et justement de repérer un certain nombre de failles ou de faiblesses pour certaines d'entre elles, en tous les cas. Alors, l'opposition au programme d'éthique et culture religieuse est multiple, mais pour simplifier, je l'organise en trois grands camps. Les opposants au nom d'arguments religieux, les opposants au nom d'arguments nationalistes et politiques, et les arguments au nom d'arguments laïques et féministes. Alors, je vais rapidement les rappeler. Les critiques religieuses de la culture religieuse. Donc, elles émanent surtout de certains catholiques. Elles reposent sur une accusation de relativisme parce que le programme ECR présente différentes visions du monde, religieuses, séculières et éthiques, mais sans prendre position en faveur d'une d'entre elles. Alors, certes, le christianisme bénéficie d'une place plus importante au nom de son rôle historique, sociologique, culturel dans le Québec, donc le catholicisme et le protestantisme, mais il n'y a pas un régime de préférence pour une tradition. Autre reproche, encourager l'interférence, l'immixtion du gouvernement dans l'éducation religieuse que les parents veulent donner à leurs enfants, donc là, dans la foi qu'ils veulent transmettre, donc une interférence qui paraît malvenue, et aussi par le fait que le programme cherche à développer l'esprit critique, alors en fonction de la maturité des enfants évidemment, et là aussi c'est vu comme étant possiblement problématique. Et enfin, et non des moindres, les parents jugent que ce programme porte atteinte à la liberté de conscience et de religion d'eux-mêmes, mais aussi de leurs enfants. Et ils ont fait deux poursuites juridiques qui se sont rendues jusqu'en Cour suprême. Rappelons que le fait qu'un programme fasse l'objet de poursuites juridiques est quand même assez rare, donc, c'est dire quand même l'opposition forte qu'il y avait dans le groupe de ces parents. Alors, autre type de critique, plus politique, sur donc des bases nationalistes et politiques, exprimées par des politiciens, mais aussi des chroniqueurs, qui ont un très large écho médiatique dans les principaux journaux du Québec. Donc, ça a donné un très fort écho à leur discours critique. Et eux, ils jugent que le programme d'éthique et culture religieuse encourage, favorise l'endoctrinement au multiculturalisme canadien, qui évidemment est vu d'une façon très négative, et même prépare les esprits à accepter les accommodements raisonnables. Et tout cela se fait au détriment de la culture, l'identité nationale québécoise. Troisième type de critiques, qui ont été les critiques les plus récentes et les plus déterminantes,
qui émane donc de plusieurs acteurs que j'ai déjà cités. Le mouvement laïque québécois, qui est un mouvement qui milite pour la laïcisation complète de l'État et de toutes les institutions publiques, et qui considère que tout ce qui est religion, tout ce qui relève des religions, que ce soit des croyances, que ce soit des pratiques, doit être relégué à la sphère de la vie privée. Et ce même mouvement considère que la culture religieuse est une propagande en faveur des religions. Donc elle n'est pas neutre, mais qu'elle fait l'apologie des religions. Un autre groupe important aussi en termes de discours public est un groupe donc féministe qui, lui, donc pour les droits des femmes du Québec, qui est issu d'une scission avec la Fédération des femmes du Québec en 2013, et lui se présente comme un mouvement qui veut remettre en question le système patriarcal, promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes et favoriser la laïcité de l'État québécois. Et lui, ce qu'il reproche à la culture religieuse, c'est de ne pas suffisamment dénoncer les discours sexistes des religions. Et donc, en fait, soit il faudrait dénoncer les religions qui sont considérées comme des vecteurs d'inégalité, comme violentes. Donc, il faudrait, en fin de compte, supprimer la culture religieuse. Dernière diapositive sur ces deux groupes. Donc, justement, le programme, et la culture religieuse en particulier, ne présente pas suffisamment, donc, comme je viens de le dire, les aspects répréhensibles, négatifs des religions, leur violence, leur autoritarisme doctrinaire, leur sexisme. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans ce discours, il y a vraiment une hostilité plus générale à l'égard de l'ensemble des religions. C'est le fait même religieux, le fait même de la croyance qui est parfois considéré comme rétrograde, archaïque, irrationnel, infantilisant et misogyne. Donc la religion est vue à travers un prisme quand même extrêmement critique. Alors, à mon sens, ces discours témoignent, l'ensemble de ces discours, hein, aussi bien des opposants religieux, nationalistes et laïcs et féministes, témoignent d'un rapport compliqué à l'égard de la religion dans la société sécularisée et très profondément sécularisée qu'est le Québec. En effet, d'un côté, on le voit chez les parents religieux, il y a un attachement fort à un passé au cours duquel la religion catholique a joué un rôle déterminant, à la fois dans l'histoire du peuple québécois, mais aussi dans sa pérennité même, hein. Et l'une des conditions de sa survie avec la langue, et donc également un attachement à ses institutions. Euh, mais de l'autre côté également, une certaine hostilité, une certaine rancœur vis-à-vis de la religion chrétienne, même si ce sont des gens qui n'ont pas connu l'hégémonie de la religion catholique, qui quand même depuis les années 1960 et la Révolution tranquille a pas mal décru. Cette animosité, on va dire, à l'égard des religions s'étend à l'ensemble des religions, y compris l'islam en particulier, qui est vu comme une religion pouvant poser problème à la société. Et donc, ce sont ces points de vue-là et qui se sont imposés dans l'espace médiatique et politique. Alors, pour développer ma réflexion, je me suis appuyée sur un double cadre d'analyse qui est longuement développé au début du livre. Un premier cadre d'analyse, enfin les deux sont très liés évidemment, qui est basé sur la liberté de conscience et la liberté de religion. Et je me suis rendu compte que cela ne signifie pas la même chose
selon les personnes. Donc, il y a une diversité des conceptions des libertés de conscience et de liberté de religion qui parfois se superposent, hein, donc sont considérées comme ayant la même signification, par exemple dans des jugements de la Cour suprême, mais qui, pour d'autres, s'opposent. Alors, par exemple, la liberté de conscience est parfois perçue par des croyants comme étant d'abord et avant tout une liberté religieuse, alors que pour d'autres, plus souvent athées ou incroyants, c'est d'abord et avant tout la liberté de ne pas croire. Donc, de quoi parle-t-on quand on parle de liberté de conscience ou de liberté de religion? Ce sont des points que j'ai tenté d'élucider dans le début, les premiers chapitres de mon livre. Et puis, de façon liée, la polysémie aussi de la notion de laïcité. Alors, c'est très débattu sur comment on traduit le terme de laïcité. Souvent, on emploie celui de secularism, mais j'ai aussi voulu mettre ici laicity, bon, qui est une sorte de néologisme, pour traduire spécifiquement quand même ce que certains entendent par ce terme-là. Donc, évidemment, il y a des débats, comme vous le savez, sur la laïcité très vifs au Québec depuis une quinzaine d'années, qui prennent parfois la forme de controverse. Et je dirais qu'il y a deux buts principaux, deux visées différentes. Soit la laïcité est vue comme la garantie du pluralisme des convictions des citoyens et du rôle que joue la religion dans la vie des personnes, mais aussi dans la société. Soit la laïcité, et c'est là peut-être que le terme laïcité est pertinent, est vu comme une émancipation à l'égard du poids des religions pour ces mêmes citoyens et qui veulent que la religion soit reléguée à la sphère privée, c'est-à-dire à la maison et dans les lieux de culte, hein. Et au Québec, donc en 2019, le gouvernement a fait adopter à l'Assemblée nationale une loi sur la laïcité de l'État. Et ce qu'elle met de l'avant, c'est la séparation. La séparation entre l'État et les religions. Et je me demande si ça ne relève pas justement de ce modèle de laïcité qui veut émanciper. Et évidemment, personne ne remet en question la neutralité, le principe de neutralité de l'État, mais l'insistance sur la laïcité de séparation me paraît constituer une inflexion nouvelle au Québec, dont témoigne cette loi et également la suppression du programme d'éthique et culture religieuse, évidemment. Alors, quelques mots euh, sur les caractéristiques et les défis de l'approche culturelle des religions. Qu'est-ce que cette approche culturelle veut faire? Elle veut tout simplement favoriser une compréhension du phénomène religieux. Alors là, vous avez une citation du ministère de l'Éducation, hein, elle est dite culturelle parce qu'elle veut développer chez les élèves la capacité de saisir le champ religieux dans diverses expressions, dans le temps et dans l'espace. Le but, donc, c'est de comprendre ces formes d'expression du religieux, les univers sociaux et culturels dans lesquels ces expressions du religieux, alors on peut penser à un lieu de culte, on peut penser à un objet religieux, on peut penser à un nom de rue, donc les univers dans lesquels elles s'enracinent et elles évoluent, et également le fait que ce sont des réalités culturelles vivantes. Ça m'a paru un point très intéressant. Euh, donc, là encore, je l'ai évoqué tout à l'heure, les choix qui ont été faits se sont appuyés sur l'observation de la société québécoise. Quelles sont les religions qui ont joué un rôle important? Alors, l'importance historique du catholicisme et du protestantisme, sans oublier les spiritualités autochtones, des peuples autochtones, tels que c'est nommé dans le programme, et le judaïsme, qui est présent au Québec depuis quelque temps, et une ouverture également à d'autres traditions, comme l'islam,
l'hindouisme, le bouddhisme et les visions séculières du monde. Alors, cette approche culturelle du religieux, elle emprunte à plusieurs épistémologies phénoménologiques, avec, par exemple, le fait d'avoir des thématiques transversales, les récits, les rites, les règles, les expériences religieuses, mais aussi sociologiques, les religions comme un fait de société. Comme je l'ai dit tantôt, elle accorde une attention égale aux différentes traditions religieuses en cherchant à montrer des points de convergence ou de divergence. Et elle ne cherche pas elle ne prend pas source à source dans un discours de l'intérieur d'une tradition, ce que les parents catholiques réclamaient, mais de l'extérieur en analysant différents éléments, différentes caractéristiques, et elle ne fait pas la promotion d'une religion plutôt qu'une autre, hein. Le fait d'accorder plus de place au christianisme se justifie par des raisons historiques, mais ça ne veut pas dire que c'est une religion qui est jugée supérieure aux autres. Or, comme on l'a vu, cette approche pose problème aussi bien à des parents chrétiens qui la voient comme relativiste parce qu'elle ne s'appuie pas sur un discours de vérité d'une foi, et puis elle ne plaît pas non plus à des groupes donc laïques et féministes qui confondent, à mon sens, la connaissance sur un fait humain social. Alors, peu importe qu'on soit croyant ou pas, les religions sont des faits humains, sociaux, historiques, politiques, économiques, etc. Et donc, il y a une confusion entre ce registre de la connaissance, je dirais, et le registre de l'adhésion à une religion, hein. Et donc, en fait, du point de vue de ces derniers groupes, la connaissance est vue comme une sorte de propagande religieuse, ce qui ne va pas non plus sans poser problème. Alors, quelques mots très rapides sur le nouveau programme qui remplace le programme d'éthique et culture religieuse. Donc là, j'y consacre toute la deuxième partie de mon livre où j'examine très attentivement les circonstances dans lesquelles ce programme a été élaboré. Quels sont les jeux d'influence qui ont pris place dans l'élaboration de ce programme? Quels sont les critères politiques et pédagogiques? Et ce programme va être obligatoire dans toutes les écoles à l'automne prochain, donc dans les écoles primaires, secondaires, publiques et privées, donc dès la prochaine rentrée. Alors, il y a quand même des éléments de continuité. Il reprend par exemple la finalité de la reconnaissance de l'autre. Il lui ajoute la reconnaissance de soi-même. Il reprend également la poursuite du bien commun, la recherche du bien commun, mais soumise, ces deux finalités, à une finalité supérieure qui est l'exercice de la citoyenneté québécoise. Il présente la laïcité comme un principe démocratique de l'État québécois, non sans une certaine saveur nationaliste, et un droit collectif. C'est intéressant aussi cette insistance sur la dimension collective du droit, et il accorde une très grande place à l'éducation et à la sexualité. Alors, qu'est-ce qui reste de la culture religieuse? Puisque c'est un peu l'objet aujourd'hui de ma présentation. Ben, pas énormément d'éléments. Je vous ai mis ici ce qu'il en reste. Donc, au primaire, à peu près rien. Bon, il y a juste un thème qui évoque les rituels et les célébrations. Au secondaire, dans 2 thèmes sur 10, et vous avez ici le détail. Dans le thème culture et production symbolique, on pourra parler de patrimoine religieux, de la diversité des croyances et des pratiques dans les religions, de quelques références ou symboles religieux,
dans l'agriculture séculière et également de la mutation des religiosités, des déplacements du religieux, pour reprendre une expression sociologique. Et puis un thème, donc ça c'est à la fin du secondaire, hein, et un autre thème qui s'appelle Quête de sens et vision du monde, où il y a un sous-thème, alors je trouve ça intéressant, qui s'appelle Forme du savoir, et dans lequel, en même temps que les philosophies, les sciences, eh bien, les religions peuvent être abordées, donc les grandes religions monothéistes, les spiritualités des peuples premiers, les nouveaux mouvements religieux et les spiritualités laïques. Enfin, j'en arrive à la dernière partie de ce que je voulais partager avec vous. Ce sont quelques réflexions que m'inspirent ces changements sur les finalités de l'école. Donc, à la fin de mon livre, il y a un chapitre qui est consacré à cette tension, à mon sens, entre des visions différentes de l'éducation. Donc, à quoi doit servir l'école? Alors, est-ce qu'elle peut être le lieu où une culture humaniste organisée autour de connaissances structurées, dont celle sur les religions pour comprendre le monde, est-elle encore possible ou bien est-ce quelque chose qui relève déjà d'un discours passéiste, hein, comme certains le disent? Ou bien est-elle une place pour favoriser le développement des compétences sociales, des compétences comportementales pour préparer les jeunes aux défis de la vie contemporaine en société et aussi à l'intégration au marché du travail? Alors, il me semble que l'insistance sur ce qu'on appelle les éducations A, qui sont très présentes dans le programme de culture et citoyenneté québécoise, cherche à répondre à toutes sortes de problèmes de société de façon préventive. Alors, l'éducation à la sexualité pour développer un comportement respectueux et égalitaire. Euh, pallier le déficit d'engagement politique des jeunes, également leur apprendre à faire valoir leurs droits, les sensibiliser aux répercussions des changements climatiques, les encourager à faire des gestes éco-responsables et également à faire un usage responsable des technologies numériques. Alors, ce sont des questions qui sont intéressantes à prendre en compte, hein, mais en fait, elles en viennent à remplacer la culture religieuse, hein, qui disparaît presque, pas tout à fait, mais presque complètement. Et dans le discours politique, elles sont présentées comme étant essentielles aux citoyens du XXIe siècle. Donc, c'est plus des paradigmes plus techniques qui sont favorisés par ce choix éducatif et nous pourrons en discuter. Alors voilà, j'arrive à la fin de ma présentation. Alors merci beaucoup pour votre attention. J'ai bien hâte d'échanger avec vous. Si vous êtes intéressé, le premier lien ici est un raccourci. Le livre est disponible, on peut le télécharger gratuitement au complet. Donc sur le site des PUM, donc vous pourrez en prendre connaissance si vous le souhaitez. J'avais également fait une petite présentation sur YouTube pour l'éditeur, donc qui est plus courte que celle d'aujourd'hui, et puis une petite entrevue à l'Université de Montréal. Donc si cela vous intéresse, ces liens-là sont des raccourcis vers ces documents. Alors merci encore une fois beaucoup pour votre attention et place à la discussion. Merci beaucoup, Merci beaucoup. merci pour cette présentation, Mireille. Donc, écoutez, la discussion est ouverte. You can ask questions in English and it's not a problem. Or en français. So you can please ask your questions. Just raise your hand. Peut-être, Mireille, fermer ton partage d'écran, donc on va plus voir les gens.
Oui, bien sûr. Alors, j'essaye. S'il te plaît, oui. J'essaye. Partager. Ah, il y a une question de revenir à la dernière diapo. Juste avant, celle-ci? Ouais, OK. il y a quelqu'un qui voulait, puis ensuite, il y a Sid qui a levé la main. Sid, if you Oui, wanna... Yeah. on est rendu aux questions. Oui, s'il te plaît. Oui, ben merci là, pour la présentation. Moi, j'ai une question parce que je commence le programme en théologie à l'Université de Montréal. Je fais le cours de l'été. J'étais un petit peu parce que je m'attendais un petit peu à ça. Je m'attendais à avoir un background chrétien, vu que, tu sais, en théologie que je m'en vais étudier. Je voulais avoir votre opinion personnelle par rapport à tout ça, parce que là, c'est présenté comme en théorie, tout ça, là. Mais je veux dire, la théologie, c'est quand même plus loin que juste un aspect de forme, si on veut. Il y a comme un cheminement spirituel à l'intérieur de ça qui est comme négligé. J'aimerais que vous approfondissiez ça un petit peu plus pour savoir si je suis dans la bonne direction en allant étudier là-dedans. Parce que moi, c'est pour aider les jeunes en détresse que j'ai décidé d'aller étudier en théologie à mon âge. Ah, bah, félicitations déjà, c'est un beau parcours d'études, hein, c'est des études riches. Alors, je sais pas par contre si je pourrais beaucoup répondre à votre question parce que vraiment l'approche théologique Merci. n'était pas favorisée du tout dans ce programme-là, contrairement à ce que certains critiques ont pu dire. Donc, il n'y avait pas d'aspect théologique. C'est plus une approche descriptive des religions, analytique, compréhensive, on pourrait dire, plutôt avec des épistémologies phénoménologiques et sociologiques. Euh, bon, même cette approche-là semble trop à un certain nombre d'acteurs sociaux, hein, ça semble encore trop religieux. Et effectivement, ce qu'on voit avec les changements à l'œuvre, c'est que la partie de culture religieuse s'atténue de façon considérable, si ce n'est disparaît. Alors, à mon sens, chez les jeunes, alors un des thèmes qu'ils préféraient dans le programme, quand il y a eu une petite enquête, c'était le thème quête de sens et vision du monde, parce que justement, les jeunes sont traversés eux aussi par des questions existentielles, qui je suis, pourquoi on est là, qu'est-ce qui se passe plus tard. Bon, je dirais pas que c'est des questions qui les travaillent au quotidien nécessairement. Il y en a beaucoup qui sont plus indifférents, mais ce sont des questions qui peuvent quand même traverser les jeunes à l'adolescence. Et c'était important d'avoir des lieux où on pouvait en discuter et leur dire, ben, d'abord, c'est des questions qui travaillent l'humanité depuis l'aube des temps, donc c'est pas des questions nouvelles. Puis c'est des questions qui vont rester, même si on est dans une société très matérialiste. Et également de leur montrer que bah, les religions ont proposé des pistes de réflexion, de réponse, les philosophies également, les sciences aussi à leur façon. Donc il y a différentes façons de répondre à ces questions, mais que les religions ont vraiment joué un rôle très important et à mon sens continuent à le jouer encore. Parce que je dirais aussi peut-être qu'une autre des limites qu'on a parfois, c'est qu'on regarde comme sous une loupe ce qui se passe dans nos sociétés occidentales, alors, dans certaines parties d'entre elles, mais on ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Or, aujourd'hui, vous ne pouvez pas comprendre le monde si vous n'avez pas de culture religieuse, que ce soit pour des questions de conflit, que ce soit pour des questions d'identité nationale politique dans certains pays, que ce soit pour des projets de collaboration. La compréhension des religions est essentielle.
Et il me semble qu'un citoyen du 21e siècle, s'il doit avoir des habiletés pour maîtriser les technologies numériques, être sensibilisé au réchauffement climatique et aux défis que cela pose, il devrait aussi avoir des connaissances sur les religions pour pouvoir se situer dans ce monde de plus en plus complexe, assez conflictuel quand même également, et que se passer de culture religieuse, c'est se passer d'outils pour comprendre le monde, pour comprendre les sociétés humaines et pour comprendre vraiment le monde du 21e siècle. Donc, les religions ne sont pas un reliquat du passé qu'il faudrait renvoyer justement à un passé lointain, mais sont des éléments essentiels, à mon sens, pour comprendre le monde. Alors, c'est sûr que l'approche théologique est différente. Elle a ses propres caractéristiques, mais je ne pense pas que les questionnements des jeunes, que ce soit par rapport à leur propre parcours ou par rapport à la société ou le monde dans lequel ils vivent, je ne pense pas que ces questions vont disparaître. Et je pense que c'est important en tant qu'éducateur d'avoir les moyens de les entendre et d'y répondre en fonction des réponses que l'on peut apporter dans le cadre de nos enseignements. Voilà, Mhm. j'espère avoir répondu un peu. Ouais, Bon, c'est juste que ça ressemble beaucoup à la psychologie comme telle, je veux dire, comme quand on va étudier, par exemple, en psychoéducation, tandis que là, théologie, c'est supposé être axé sur la chrétienté et surtout ses valeurs c'est comme notre référence, si on veut, là, pour Mhm. amener un espoir, effectivement, une vie meilleure, etc. c'est C'est effectivement, juste ça, parce que sinon, tu sais, j'aurais été étudié. j'allais dire, c'est effectivement des ressources, la théologie, qui peuvent aider à, comment je dirais, à contribuer à la quête de sens des gens. Donc, vous pourriez comprendre votre parcours théologique un peu de cette façon-là, comme étant un lieu où vous allez vous habiliter à comprendre la réflexion et la ressource, parce que la théologie elle continue de réfléchir aux quêtes, aux enjeux contemporains. Hein. Ce n'est pas simplement un regard sur le passé, mais un regard vers aujourd'hui et demain. Donc, mais avec une Ouais. perspective de foi Mhm. tout à fait particulière. Vous avez raison. Ouais. C'est juste que je fais la différence entre la Bible, la parole et Oui, la religion. Parce que la religion, moi, j'ai aucune dénomination. Je oui. lis tout simplement la Bible. Je veux dire, les religions, ça, c'est une autre histoire parce qu'on a tout le lourd passé de la manipulation. De toute façon, toute organisation humaine, Mm. euh, je veux dire, amène à la manipulation de toute façon. Fait que, euh, moi, c'est plus de prendre le message essentiel de la parole euh, qui respecte d'ailleurs toutes les autres religions et tous les autres courants de pensée. Là. Je veux dire, la Bible ne rejette pas les autres croyances où il n'y a pas de racisme comme tel ou de discrimination comme tel. C'est un message d'amour. Mm. Alors, il y a deux mains levées. Il y a Madame Dolores Contré et ensuite Diana Dimitrova. Alors, Madame Contré, on vous écoute. Ouais, merci beaucoup Mireille. C'est très, très éclairant. Et j'ai beaucoup aimé la façon que la présentation était faite, même dans les subtilités aussi, qui m'a permis de mieux comprendre ce changement justement du programme éthique et culture religieuse vers le nouveau programme. Maintenant, évidemment, moi, j'y avais œuvré depuis 2004 à 2008 avec le corps et le sort pour la mise en place du programme en tant que consultante bénévole sur les traditions spirituelles autochtones. Et c'est justement pour offrir une formation adéquate aux futurs enseignants et aussi dans le milieu en général académique à l'Université de Montréal que j'ai construit mon cours sur les traditions spirituelles autochtones qui aujourd'hui se donne en ligne. Et une des choses qui est ressortie, juste pour ajouter à ce que tu disais, c'est qu'effectivement, plus on avance, plus la nouvelle génération s'intéresse davantage à l'idée d'une quête de sens pluraliste avec tout ce qui est offert en termes de diversité religieuse et de croisement aussi de diverses pratiques traditionnelles et autres.
pour justement aller un petit peu plus dans leur propre instinct. Donc là, je dirais qu'en réalité, le gros problème est plus dans comment m'enraciner dans cette pluralité. Et ça, c'est la grande question. Et je dirais qu'une des voies vers laquelle les jeunes tendent, c'est vers, évidemment, l'écologie, la nature, où ils vont retrouver leur sens spirituel naturel, si on pourrait dire. Donc, de là, les traditions spirituelles autochtones deviennent peut-être un petit peu plus populaires dans ce sens-là. Maintenant, moi, le gros danger que je vois avec le nouveau programme, c'est justement que ça ressemble à un cours melting pot où il n'y a pas d'ancrage. Et je vois mal même la possibilité de le réaliser dans le côté pratico-pratique avec des enseignants avec qui je travaille, quand il faut couvrir des tas de sujets, que ce soit sexualité, que ce soit écologie, que ce soit citoyenneté, éthique, un tout petit peu de religion, juste pour dire là, qu'on ne voudra pas trop offusquer tout le monde. Mais finalement, je ne sais pas quel sera le succès de ce programme-là, mais j'en ai des grands doutes. Et ma question par rapport à ça, c'est est-ce que tu es au courant qui a construit ce programme, qui a formulé les grands axes, qui y a travaillé? Ils se sont dit que ça va être en place bientôt, en septembre prochain. De quelle façon ça va se faire? Est-ce moi, je me rappelle qu'on a travaillé au moins 4 ans juste pour construire le programme, pour bien l'insérer au niveau primaire, secondaire, étape par étape, etc., de la façon dont tu l'as expliqué. Mais là, je me demande qui est à la tête de ça, qui construit ce genre de programme. Merci beaucoup, Dolores, pour tes commentaires. C'est très juste, hein, le déplacement de la spiritualité vers l'écologie et vers ces questionnements. C'est-à-dire qu'il y a toujours ces questions qui sont là quand même et qui travaillent les jeunes. Alors, je partage tout à fait tes remarques sur le côté melting pot. Qu'est-ce qui va constituer une structure, hein, une colonne vertébrale qui va... On a l'impression que ça répond à plein de demandes sociales. Ah, il y a des problèmes dans tel domaine. Ah ben, on va faire ça, on va faire. Donc ça devient comme un cours qui est ce que je dis un petit peu d'ailleurs dans dans l'avant-dernière vidéo diapo, pardon, c'est vraiment de façon préventive. L'espoir, alors avec un cours qui est même pas 1 heure par semaine en plus, hein, bon, c'est un peu l'espoir irénique, vraiment de résoudre toutes sortes de problèmes de société qui sont réels, mais qui devraient être plus peut-être transversaux ou abordés. Parce que le risque qu'on a, c'est que des enseignants disent, ah bon, bah, l'écologie, on en parle en CCQ. Bon, ben moi, j'en parle pas puisque c'est fait par mes collègues. Bon, alors qu'il y a des thématiques vraiment qui nécessiteraient, même chose pour les technologies hein, de numérique et de l'information, ça nécessiterait un travail transversal. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, qui a construit le programme? Et alors, j'ai un petit chapitre dans mon livre où je rappelle tout le travail de longue haleine, justement, des personnes qui se sont impliquées dans l'élaboration de CR sur des années, le nombre de groupes de travail qu'il y avait, les allers-retours entre les experts, ces groupes de travail, etc. Alors là, on n'est pas du tout dans le même modèle. D'abord, le choix des thèmes, moi j'ai l'impression que c'est une commande politique. C'est le ministre qui a dit, tiens, on va mettre de la sexualité, de l'éducation à la sexualité, tiens, on va mettre un petit peu de numérique. Bon, donc j'ai l'impression que c'est vraiment une commande politique. Après ça, il y a un petit groupe, une petite équipe au ministère de l'Éducation qui a essayé de donner du sens à tout ça. Il y a eu quelques groupes, il y a eu un petit groupe d'universitaires, il y a eu des groupes d'experts, il y aurait eu aussi une consultation avec les autochtones, de ce que j'ai entendu dire, mais tout ça en silo. Donc en fait, on ne sait pas qui a travaillé avec qui. Il y a vraiment un contrôle par le ministère et par cette équipe de ce qui s'est fait. Et pour ce qui est de la formation, alors là, bienvenue dans les temps du virtuel. Tout se fait en ligne
à partir de diaporamas qu'on ne peut pas télécharger, d'ailleurs, qu'on peut consulter, mais qui sont sous un format qu'on ne peut pas télécharger. Et la plupart des formations se font ainsi en ligne, avec l'idée que tout le monde doit être prêt à la prochaine rentrée. Voilà. Alors, et ça, c'est sans compter, et parce que là, il faut quand même le dire, l'éducation à la sexualité, c'est un thème extrêmement sensible. Il y a les questions d'identité de genre, d'orientation sexuelle, etc. Les problèmes que ça va peut-être poser, c'est des questions, si on ne les maîtrise pas, à mon sens, il vaut mieux pas les aborder, hein, parce que c'est trop délicat. Donc, on pourrait imaginer qu'il y ait des parents qui manifestent aussi leur désaccord, comme ils l'ont fait pour Ouais, la culture religieuse, hein. Donc, ouais. des parents qui disent, je suis pas d'accord que mon enfant, à tel âge, entende parler de telle ou telle pratique ou telle réalité. Donc, c'est très ambitieux. En même temps, c'est fait avec des moyens assez limités. Et tout le monde est plongé dans le bain. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne et on se donne jamais vraiment le temps au ministère de l'Éducation, en tout cas, de faire vraiment des bilans déjà de ce qui s'est fait, de ce qui a bien fonctionné, de ce qui fonctionne moins bien, qu'il faudrait améliorer. Donc, on est dans une sorte de logique d'empilement des réformes et je pense qu'il y avait un message politique que le ministre de l'Éducation, enfin que le gouvernement actuel voulait envoyer, c'est regardez, nous, on défend la laïcité et la culture religieuse, bah, c'est trop de religion et pour être cohérent, parce que c'est ce qui a été dit, hein, pour être cohérent avec la loi 21, la loi sur la laïcité de l'État, eh ben on réduit la place des religions. Au passage, on supprime l'animation de vie spirituelle et d'engagement communautaire et on supprime toute référence à la spiritualité dans la loi sur l'instruction publique. Il y avait dans le temps une référence au cheminement spirituel des jeunes, bon, qui pouvait donner lieu à des discussions, mais en tout cas, tout a été supprimé. Donc, en fait, il y a vraiment, plus la loi, évidemment, qui demande aux enseignants de ne pas avoir de signes religieux. Donc, on a tout un ensemble de discours qui veulent mettre la religion dans un espace le plus privé possible. Si vous êtes croyant, c'est votre affaire, et puis vous faites ça dans votre église, dans votre mosquée, mais nous, on ne veut pas trop en entendre parler. J'ai l'impression qu'il y a ce discours-là aussi qui est présent. Merci beaucoup, Mireille, pour cette réponse. Il y avait Diana qui avait levé la main. Est-ce que tu veux prendre la parole? Puis ensuite, on a Monsieur Sid. Alors, puis ensuite, on s'arrêtera là. On arrive déjà à notre 3 heures passées. Donc, Diana, Oui, tu... Oui, oui, merci beaucoup, Marc, et merci, Mireille, pour cette présentation magnifique. Donc, les livres magnifiques, la présentation était magnifique. Je m'excuse pour le bruit autour de moi, donc je serai bref. J'adore est-ce que vous pouvez m'entendre bien? Oui, ok. Donc, j'adore le titre de ton livre, juste pour commencer comme ça, pour lier à la question de Monsieur Bédard, parce que la fin de la culture religieuse, ça ne veut dire pas que la culture religieuse disparaîtrait. Oui, c'est juste que le programme va disparaître. Et d'où ma question, qu'est-ce qui se passe si nous reléguons les religions, etc., la spiritualité, n'importe quel libellé nous trouvons pour tout ça à la sphère privée? Qu'est-ce qui se passe avec la radicalisation, avec l'évangélisation, etc., n'importe quel domaine, parce que c'était un espace sécuritaire pour discuter des enjeux, pour former les enfants, etc. Maintenant aussi, il faudra attendre son entrée à l'université pour étudier la théologie, comme aussi Bédard ou d'autres disciplines, pour avoir une perspective critique. Je pense que ce serait trop tard, hein. Et je suis d'accord que peut-être que ça ne fonctionnerait bien, mais peut-être qu'il serait trop tard une fois que nous avons vraiment compris et constaté tout ça. Donc, ma question est plutôt, et c'est très important que votre livre est sorti avec toutes ces questions, et je comprends bien la critique, etc. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire hein, comme savants, comme professeurs, comme citoyens, comme membres de la Société canadienne pour l'étude de la religion? Quoi est-ce qu'il faudra juste rester passif, regarder? Est-ce que, donc, merci. Hmm.
Merci beaucoup, Diana, pour ces réflexions. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que oui, tu as raison, parce qu'il va y avoir il y a déjà des résurgences du religieux sous différentes formes. Et des formes, il y a un certain engouement pour des formes parallèles, des engouements pour du paranormal, du surnaturel. Bon, ça peut rester anodin, comme ça peut peut-être euh, prendre des formes plus subversives ou plus dangereuses. Et effectivement, je ne pense pas que faire disparaître une matière ou un enseignement fait disparaître les questionnements et la réalité de ces questions chez les jeunes qui sont travaillés par la quête de sens, eux aussi, hein, et bon, qui peuvent aller dans... bon, je lisais récemment, c'est peut-être anodin, mais que, par exemple, les pratiques astrologiques connaissaient beaucoup de développement, voilà, comme s'il y avait un besoin de repère, et puis bon, bah, pourquoi pas le repère avec le signe du zodiaque. Bon, ça peut rester tout à fait anodin, comme ça peut prendre des formes, parce qu'il y a quand même des groupes qui peuvent être, eux, à l'affût d'esprits influençables, sensibles, qui n'ont pas un esprit critique peut-être, ou des connaissances très développées et qui peuvent s'en emparer. Tu as parlé de la radicalisation, bien évidemment. C'est un enjeu majeur. Et là, ne plus avoir les éléments sur, justement, au sein des différentes traditions ou d'une même tradition, qui permettent de contextualiser un discours normatif, d'un discours fondamentaliste ou intégriste, et de voir un peu la diversité de ces discours, c'est à un moment où on voit quand même une forte résurgence des fondamentalismes religieux dans diverses religions dans le monde, ou toi qui es spécialiste de l'Inde, de l'importance dans le discours politique des références à l'hindouisme, ou en Russie, de l'importance des références à la religion orthodoxe, c'est vraiment des éléments pour comprendre ce qui se joue dans le monde. Et bah là, je crains qu'effectivement, on les ait plus beaucoup, et que oui, on perde un espace sécuritaire, bien informé, où on soit un peu laissé à soi-même, à Internet, à ses propres recherches, à ses propres groupes, bon, d'affinités, parfois de façon, bon, sans danger, mais parfois également avec des risques. Alors nous, notre rôle en tant qu'universitaire, bah, c'est de continuer nos recherches, mais aussi d'intervenir sur la place publique. Euh, c'est ce que j'ai essayé de faire aussi avec ce livre, même si, bon, c'est pas évidemment une lecture de chevet le soir, mais c'est essayer d'avoir une parole sur la place publique pour, justement, en tant qu'expert de questions liées aux religions, pouvoir apporter notre expertise, pouvoir... donc ça, je pense que comme universitaire aussi, s'engager dans la société pour avoir cette parole informée, c'est particulièrement important, parce que il peut se dire après un peu tout et son contraire, ou tout et n'importe quoi dans la sphère publique. Donc, apporter cette parole-là. Mais je trouve qu'au Québec, c'est pas toujours facile, parce qu'il y a une sorte d'irritation vis-à-vis du religieux, qui fait que parfois c'est presque épidermique chez les personnes, hein. Elles vont, oh, on entend parler de religion, tout de suite c'est l'oppression, bon, les mauvais souvenirs de l'Église catholique, etc. Alors, mais je pense que notre rôle, il est là aussi quand même, d'avoir, et puis de nourrir les jeunes, les étudiants aussi, hein, et là, ça fait le lien avec Monsieur Bédard aussi, de permettre aux étudiants, justement, d'avoir ces connaissances, ces questionnements, et de, à leur tour, prendre le relais pour apporter cette parole dans l'espace où ils vont travailler. Monsieur Bédard, vous disiez qu'il voulait travailler avec des jeunes, donc voilà, et puis sur aussi, voilà, faire rayonner un peu nos expertises. Merci beaucoup, Mireille. Écoutez, 15 heures a déjà sonné.
est-ce que c'est possible pour toi de remettre la dernière diapo avec les liens pour qu'on puisse bien les voir? Parce que Vous la voyez pas là? non, là, on attends. voit la 21. Il faudra Alors, partager l'écran encore une fois. j'ai des problèmes avec mon Zoom, je suis vraiment désolée. Habituel, j'en ai fait des Zooms depuis quelques années, comme tout le monde, hein, mais je Ouais. sais pas aujourd'hui, là, je Il n'arrive est- pas à partager. Attendez. Je Mettre en pense, avant. je Si pense je fais qu'on, ça, est-ce que vous la voyez là? La je 22? vois, je vois la 21 seulement. Mais bon, Je sais pas peut-être, pourquoi, hein. peut-être les Bon, autres la voient. Non, Ah on la non, voit j'ai pas. Non? Non. Ah. Peut-être qu'on pourra faire un... Enfin, la vidéo, de toute façon, le diaporama va être dans la vidéo. Tout à fait. Puis peut-être faire un petit texte spécifique avec juste les liens. Oui. Je suis désolée. Il y avait Dolores qui demandait aussi par courriel les liens, alors je fais le message, là. Donc, Oui, mais d'accord. peut-être s'il y a d'autres personnes, simplement te contacter, puis on pourra partager les liens. Écoutez, on va devoir s'arrêter là. Je vous remercie infiniment de votre participation. I hope you enjoy it. I hope this was a great webinar with Mireille. Merci beaucoup à tout le monde. Merci spécial à Mireille. Et merci à Sabine aussi qui organise dans l'ombre tout qui fait la promotion et qui s'occupe de la diffusion, de préparer le Zoom, etc., etc. Donc, un grand merci à toi, Sabine, de l'organisation plus technique de cet événement. Donc, il y aura d'autres webinaires concernant la collection. On est conscient que ça permet à certaines personnes d'avoir accès aux savoirs qui sont publiés dans la collection. Donc, encore une fois, je vous remercie en mon nom puis au nom de Diana. Merci And I would beaucoup. like to thank Mark very much for presiding this seminar because I'm currently in a very difficult situation with all the noise Yeah. around. And thank you so much to everyone for coming, to Zabin for organizing, and to Mireille for this wonderful presentation.